Il y a 4 semaines, Candace Owens a secoué la toile avec l'épisode 4 de sa série explosif Becoming Brigitte. Un épisode qui a annoncé rien de moins que l'effondrement du gouvernement français sous François Bayrou, présenté comme une diversion destinée à cacher une vérité bien plus sombre. Selon elle, Emmanuel Macron aurait envisagé d'abandonner le navire face à un scandale que nul ne peut contenir. Un scandale dont la clé se trouve non pas dans les couloirs de l'Élysée, mais d'un homme, Jean-Michel Trogneux. Candace commence par un détail frappant, la démarche et la posture de Brigitte Macron. Chaque geste, chaque mouvement trahit une discipline qui ne correspond pas à l'image d'une professeure de lettres, mais à celle d'un corps façonné par des années de rigueur militaire. Les épaules carrées, les mains fermes, les jambes écartées au pas, un héritage physique qui pointerait vers une autre identité. Et ce nom revient sans cesse, Jean-Michel Trogneux, ce frère disparu des registres, ce fantôme dont les traces s'effacent mystérieusement à partir de la fin des années 60. Qui était vraiment Jean-Michel Trogneux? Dans Becoming Brigitte, le livre de Xavier Poussard, apparaissent des incohérences, des absences dans les registres scolaires, une disparition soudaine après un passage en Rhénanie et un trou noir biographique. Poussard cite même une confidence attribuée à Brigitte Macron. Elle aurait vécu l'alunissage américain en direct depuis les États-Unis. Mais si Brigitte n'était pas encore Brigitte, alors qui était cet adolescent vivant en Amérique? Jean-Michel lui-même? Candace insiste, cette contradiction est centrale. Une vie aux États-Unis, pile au moment où les programmes de contrôle mental et les expériences de Stanford démarrent. Candace dévoile ensuite une archive maritime de 1961. Un procès mentionne un certain Jean-Michel Trogneux, employé comme oiler à bord du MS Michigan, un navire transportant un objet étrange, un aimant de 3600 kg, un aimant militaire expédié vers la Californie, à l'heure où la CIA et l'UCLA s'enfonçaient dans les recherches sur le contrôle mental. Le capitaine du navire, Guy Chopin, reste un fantôme lui aussi, né en 1910, mort en 1994, sans autre trace que 2 photos anonymes. Mais la question reste entière. Que faisait un aimant militaire de plusieurs tonnes sur un cargo civil en 1961? La réponse se trouve dans les programmes secrets américains. Au début des années 60, la CIA pilote MK-Ultra, un vaste programme d'expérimentation psychologique et chimique pour briser la volonté humaine. Et un projet annexe attire particulièrement l'attention, le projet 119 supervisé à l'UCLA. 2 médecins y testent l'effet des champs magnétiques et des basses fréquences sur le cerveau humain. Leur hypothèse que l'esprit humain peut être reprogrammé par exposition prolongée à de puissants aimants. Nous sommes dans les années les plus sombres de la psychologie expérimentale, celle où l'idée de manipuler les ondes cérébrales n'était pas de la science-fiction, mais une ligne budgétaire secrète. Candace relie tout cela, l'aimant du MS Michigan, le nom Trogneux dans l'équipage et le transfert vers la Californie. En 1971, Philippe Zimbardo lance sa célèbre expérience dans le sous-sol de l'université Stanford. Des étudiants deviennent gardiens et prisonniers et en quelques jours, la cruauté prend le dessus. Mais Candace insiste, l'expérience n'est pas seulement psychologique, elle est théâtrale. Car certains participants ne sont pas des étudiants mais des infiltrés. Parmi eux, le prisonnier 2093, un homme plus âgé, accent étranger, posture militaire, peu d'archives, peu d'informations, un sans-abri dit-on, vivant dans sa voiture. Une visite d'un faux père accentue encore le mystère, le récit ne colle pas. Candace avance que ce 2093 pourrait être Jean-Michel Trogneux. Zimbardo lui-même l'avouera plus tard, il voulait démontrer que l'homme ordinaire peut devenir un bourreau, comme durant l'Holocauste. Mais Candace souligne, il le présentait comme un drame, presque comme une pièce de théâtre. Elle rappelle le nom de certains prisonniers, Doug Corpy, 8612. Et ces numéros ne sont pas anodins. 8612 correspond à la base de Long Beach, 416 au bataillon 6 bis du Vietnam, 4325 à Moffett Field, base d'aviation. Et puis, il y a ce fameux numéro 2093. Candace découvre qu'il ne renvoie pas à un simple matricule d'étudiant, mais bien à une unité militaire. Plus surprenant encore, cette unité n'était pas américaine, mais française. 2093, c'est le code d'une mission stationnée sur l'île de Clippertown. Ce minuscule atoll perdu dans le Pacifique. Officiellement, Clippertown appartient à la France depuis 1931. Mais entre 1966 et 1970, l'armée française y a maintenu une présence discrète, presque fantomatique. Des transmissions radio, des essais techniques, des navires militaires de passage, mais aucune trace claire de ce qui s'y déroulait réellement.
Et c'est justement cette opacité qui intrigue. Pourquoi associer un prisonnier de Stanford à un code militaire français situé sur la seule île française du Pacifique Nord, à l'époque même où la CIA menait MKUltra? Tout indique qu'à Clippertown, l'armée française était bien là, mais pas seule. Les Américains avaient accès à l'île sans reconnaissance officielle. Alors, 2093, simple hasard, ou clé d'une coopération secrète franco-américaine. Parmi les gardiens, un nom revient, Chuck Burton. Derrière son anonymat d'étudiant se cache une lignée reliée par alliance au réseau bancaire Rothschild. Pourquoi un héritier dans une pseudo-expérimentation universitaire? Parce que le contrôle psychologique est toujours lié à la finance. Candace insiste, l'argent, la dette, les guerres, tout se relie à ce théâtre expérimental. De 1959 à 1969, Charles de Gaulle s'oppose aux États-Unis. Il exige que la dette américaine soit payée en or, pas en dollars. Richard Nixon encaisse mal cette humiliation. En 1971, il rompt avec l'étalon or. La même année, de Gaulle est parti, remplacé par Georges Pompidou, ancien de la banque Rothschild. Et coïncidence, c'est aussi l'année de l'expérience de Stanford et du rapatriement de l'or français. Mais nul ne sait quel navire de guerre escortait cet or. Silence complet. Alors, où est passé l'or? Candace suggère qu'il faut chercher la réponse du côté de ceux qui contrôlaient la finance mondiale. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai le moment où Donald Trump était dans le bureau ovale avec Emmanuel Macron et qu'il expliquait qu'il voulait aller faire un audit à Fort Knox parce qu'il avait peur que l'or américain soit volé. Et Emmanuel Macron semblait plutôt embarrassé. On peut reprendre. Pendant ce temps, la Corée et le Vietnam servent de laboratoire militaire et financier. Les guerres se financent non pas par l'or, mais par la dette. De Gaulle voulait l'or comme limite. Richard Nixon choisit l'endettement perpétuel. Et depuis, nous vivons dans une spirale sans fin, où chaque crise appelle une dette plus grande encore. Un empire invisible basé sur la dette et la manipulation. Candace Owens termine avec une question qui glace le sang. Sommes-nous en train de parler d'une première dame ou de l'ombre d'un frère disparu impliqué dans une opération militaire vieille de 60 ans? Un aimant de 3600 kg, un navire fantôme, un prisonnier 2093, un or introuvable et une dette. Dans les registres scolaires, une disparition soudaine après un... Insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Ah, notre cher tonton Schwabs du World Forum économique serait-il en train de nous exposer la suite de leur plan? Oui, parce qu'avec toutes les choses qui sont en train d'approcher et cette période de divulgation, que ce soit avec Trump d'un côté qui a envie d'avoir une transparence totale, et Poutine qui veut montrer lui ses preuves, on sent clairement qu'il y a un vent de panique qui est en train de s'installer en Europe, l'affaire d'Epstein, Zelensky, l'Ukraine, les trafics en tout genre, et l'Europe est en plein milieu et je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de couper les réseaux. On peut se demander si tout ça n'était pas prémédité, l'électricité avec le nucléaire, les centrales à charbon pour nous mettre le passe-carbone, etc. Ça, on l'a bien compris. Mais finalement, il y a peut-être un vent de panique beaucoup plus grand qu'on s'imagine. Et je pense qu'ils sont clairement en PLS parce que la vérité risque de choquer le monde et ils n'auront pas de choix que de couper les réseaux. Alors si vous vous posez la question si oui ou non ils en sont capables, je vous confirme oui, ils sont capables. Ils sont capables de tout vu comment ils sont actuellement acculés. À côté de ça, le secrétaire à la défense américaine, le nouveau Pete Hegseth, demande à ce que toutes les cyberattaques qui étaient mises en place depuis 2021 par Biden contre la Russie soient annulées. Plus de cyberattaques. Mais je pense que l'attaque ne viendra pas ni des États-Unis, ni de la Russie, mais plutôt de l'Europe, qui commence à clairement sentir que ça sent pas bon du tout. Oh oui, ça sent pas bon. Ils sont complètement pris au piège. Ils sont tous rentrés dans un sac, et maintenant ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ni par au-dessus, ni par en dessous. C'est une très bonne chose. Profitez de ce spectacle, les amis. Faites attention à vous. Dites-vous qu'ils sont capables de couper les réseaux. Prenez quand même quelques précautions si nécessaire. Faites un peu de ressources. Faites des réserves. Prenez quelques vivres. Je ne veux pas mettre un vent de panique, pas du tout. Mais, comme vous le savez, ils laisseront jamais rien passer comme ça aussi facilement. Alors prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.